Eh bien, bonjour à tous. Alors, on va commencer ce webinaire organisé par TST en compagnie de Citroën et Nespresso. Un petit webinaire consacré aux solutions digitales conversationnelles. Aujourd'hui, je suis accompagné donc de trois personnes, avec donc Camille Bataille, qui est Social Media Manager chez Citroën, Julien Azarian. Bonjour, excuse-moi. Julien Azarian, donc, qui est Head of Social Media chez Nespresso. Bonjour à tous. Bonjour. Romain Pedron, Business Development Manager chez TSC. Bonjour. Et donc moi-même, Jocelyn, je suis Head of Stratégie Expérience chez TSC. Comment ça va se passer? On va dans un premier temps vous parler un petit peu de notre vision de la situation actuelle et de ce qu'on met en place pour aider nos clients et les marques à passer cette crise assez délicate. Ensuite, du coup, Camille et Julien vont nous partager leur expérience des choses qu'ils ont déjà mises en place. Entre-temps, on aura parlé aussi de quelques autres cas qu'on pourra vous proposer. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un petit onglet questions prévu sur Livestorm à cet effet. Je vous propose de mettre vos questions au fur et à mesure. Et puis, on répondra à toutes les questions à la fin de cette fonction. Donc, deux mots très rapides pour vous parler de qui on est. Donc, on est TSC, on est l'agence digitale de Sitel. Donc, Sitel qui est un leader de la relation client. Et notre métier chez TSC, c'est de travailler toutes les conversations digitales entre les marques et les consommateurs et les gens. Donc ça peut prendre pas mal de formes. On va avoir des choses qui vont être très très liées à la relation client, qui est le métier historique du groupe Sitel. On va traiter cette conversation donc sur différents canaux. Ça va du chat au messaging, mais aussi tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, avec des choses qui sont de plus en plus d'ailleurs connectées avec le marketing. Et puis là-dessus, on va rajouter toutes les technologies d'automatisation qui vont nous permettre de travailler ces conversations de manière la plus efficace possible avec des chatbots, avec des voice bots. Et puis à côté de ça, on a un autre univers complet qui sont les communautés de marques sur lesquelles on va trouver des programmes relationnels et puis des stratégies ambassadeurs qui elles-mêmes sont sur ces plateformes, mais aussi qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Donc pour faire tout ça, on a pas mal d'expertise à l'agence. On est capable, pour schématiser, de penser les dispositifs, de les mettre en place d'un point de vue aussi bien technique qu'humain, et ensuite de les animer et de les faire rayonner, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres typologies de canaux. Donc assez parlé de nous, on va parler un petit peu de ce qui nous rassemble aujourd'hui, avec cette petite citation de Mike Tyson que je trouve plutôt de circonstance. Voilà, on avait tous il y a encore quelques semaines, un mois et demi, 2 mois, ce qui nous paraît déjà une éternité, pas mal de certitudes sur beaucoup de choses. On avait tous des plans prévus sur l'année à venir, voire même plus des plans à 3 ans, soyons fous, hein, dans le digital on peut aller très loin. Mais surtout, on a été tous bouleversés dans notre activité très récemment, donc par cette crise du Covid. Et évidemment, ça a obligé chacun à repenser de manière très immédiate l'activité. Il y a des secteurs d'activité entiers qui du jour au lendemain se retrouvaient à l'arrêt. Il y a des entreprises qui ont certains pans de leur activité qui se sont retrouvés modifiés. Pour prendre qu'un seul exemple, hein, celui du groupe Sitel, on a dû très vite déployer beaucoup plus de télétravail que ce qu'on faisait jusqu'ici, pour notamment les conseiller sur les centres de contact. Accélération de la digitalisation de cette relation client, etc. Donc ça nous a pas mal chamboulé. Donc ce qui caractérise un petit peu cette période, c'est clairement l'incertitude. On a un Covid-19 qu'on connaît très mal dans comment ça se comporte, et évidemment les implications qui sont derrière. Combien de temps ça va durer, sous quelle forme, comment est-ce qu'on va se déconfiner. On a notre Premier ministre qui parle tout à l'heure, mais même ça, on sait que ça va durer, on sait que potentiellement il va y avoir des rebondissements, et ça, évidemment, pour prévoir l'activité économique, ça rend les choses assez complexes. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et quand il y a beaucoup d'incertitudes, ce qu'il faut, c'est se
recentré sur ce que l'on sait. Et nous, ce qu'on constate déjà, c'est que finalement, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà à l'œuvre en termes de digitalisation de la relation, en termes d'usage de nouveaux canaux, accélération sur des canaux de messaging, des choses comme ça. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que cette crise, elle apparaît comme un accélérateur de tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Parce qu'on sait que dans tout ça, il y a des solutions qui permettent de mieux maîtriser ses flux, il y a des solutions qui permettent de mieux maîtriser sa marque, il y a des solutions qui permettent de mieux maîtriser les coûts. Et on sait évidemment que la logique de coût dans une situation de crise va être d'autant plus importante. Donc en fait, toutes ces évolutions des interactions en termes de volume, de nature, de typologie de canaux, etc., c'est dès aujourd'hui un enjeu qui est vraiment majeur pour les marques. Parce que la conversation, finalement, c'est pour pas mal de secteurs, c'est un petit peu ce qui reste. C'est-à-dire que quand vous avez vos magasins qui sont fermés, quand vous avez des interactions physiques qui disparaissent, en fait, vous allez pouvoir vous exprimer éventuellement en communication, mais finalement, ce qui est le plus direct, ce qui est le plus authentique et ce sur quoi les gens vont se tourner pour avoir des réponses à des questions, parce qu'on est dans une situation d'incertitude, ce sont tous ces canaux de contact entre les marques et les consommateurs qui peuvent avoir lieu sur des canaux traditionnels, ça peut être au téléphone, ça peut être dans des applications de messaging, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans les communautés de marques. Et finalement, le poids de cette conversation dans la relation entre les marques et les consommateurs devient évidemment crucial. Donc évidemment, on peut pas forcément faire ça comme on le faisait hier, il y a quelques semaines, quelques mois. Donc ça nécessite de repenser ces conversations. Comment on fait pour absorber des flux qui vont évoluer? Comment on fait pour répondre à des questions qui se posaient pas forcément avant? Comment on fait pour être plus efficace, plus réactif? Peut-être avec de l'automatisation, peut-être en réadaptant les solutions à des budgets qui eux aussi peuvent évoluer. Et ça pose finalement beaucoup de questions. Donc notre approche pour apporter des réponses, parce que c'est bien d'avoir des questions, c'est encore mieux d'apporter des réponses évidemment, c'est de penser la chose en 3 temps. En fait, dans cette crise, on a un petit peu trois temps qui vont se succéder. Un temps dans lequel on est encore un petit peu, mais qui a été celui surtout des premiers jours, des premières semaines, qui est répondre à l'urgence. Potentiellement, j'ai mon activité qui est complètement bouleversée. J'avais peut-être des gens sur un centre de contact en nombre suffisant pour répondre à des questions. Et du jour au lendemain, que ce soit dans mon entreprise, ces gens-là sont à distance, n'ont pas forcément accès aux outils, peuvent pas forcément répondre. Ou alors, en fait, je suis dans une situation d'urgence qui est la teneur des questions, des conversations change du tout au tout. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'un magasin dont tous les points de vente ferment, avec des commandes qui sont perdues dans la nature ou des choses comme ça. Les clients ont des questions très nombreuses qui viennent s'ajouter. Donc ça, finalement, ça pose plein de questions sur lesquelles il faut répondre de manière très rapide. Donc ça veut dire mettre en place des solutions qui en quelques jours sont déployables. Ensuite, j'ai un deuxième temps qui est réussir la reprise. Alors, c'est la sortie du déconfinement. Évidemment, ce déconfinement, c'est pas le 11 mai, il y a une date et on repasse dans le monde d'avant. Bien évidemment, ça va être plus compliqué que ça. Toujours est-il que les activités vont reprendre à un rythme progressif, différent en fonction des entreprises. Mais l'idée, c'est comment est-ce que j'anticipe au mieux ce moment et les différents temps que ça va impliquer, qui sont spécifiques à mon activité, pour faire que ça se passe au mieux. Et puis, il y a un troisième temps qui est celui du long terme, et que je vais devoir anticiper, structurer, parce que cette crise, elle a des impacts profonds sur ma façon d'interagir, mais en fait sur mon activité elle-même. Et du coup, ces évolutions, encore une fois, je vais devoir les anticiper pour apporter les solutions qui vont venir derrière. Donc, dans ces 3 temps, à chaque fois, nous, on a des méthodologies spécifiques et des typologies de réponses qui vont nous permettre de réagir. Sur la problématique du très court terme, on va chercher effectivement des solutions qui sont déployables, je disais, en quelques jours. Nous, on est capable de sortir des choses, on va dire en moyenne en 5 jours, sur des technologies qui sont soit déjà prêtes sur l'étagère, soit très facilement assemblables, soit en fait qui sont juste une réorientation de choses qui sont déjà présentes chez nos clients. Donc là-dedans, on peut penser à des choses comme des callbots d'insynchronisation. Le principe, c'est de dire, tiens, j'avais peut-être un énorme flux téléphonique, je suis pas en mesure d'absorber tout ce flux et pas forcément en mesure non plus de mettre des canaux parallèles tout de suite. Là, l'une des premières choses, ça va être de mettre un callbot, une voix intelligente qui va être capable de reconnaître l'intention de mes utilisateurs, de qualifier leurs demandes pour ensuite leur apporter une réponse, les rassurer sur le fait que leur demande évidemment est prise en compte et leur apporter une réponse dans un deuxième temps.
peut-être sur ce canal en les rappelant, peut-être sur un autre canal en réorientant, parce qu'il y a des solutions qui permettent d'ouvrir un canal web, par exemple, du chat, du messaging, ou autre chose. Et bien évidemment, l'idée, c'est de travailler ces différents parcours, de déterminer la priorité de ces appels, etc. Ensuite, on a tout un tas de méthodologies qui vont nous permettre, ou plutôt de tactiques qui vont nous permettre de réorienter les flux, de réorchestrer. Quel canal va me permettre de répondre le plus efficacement avec les ressources dont je dispose, les ressources technologiques, les ressources humaines. Parfois, on va pouvoir plugger dessus des chatbots. On a en interne chez TSC une solution notamment qui s'appelle YouBotCare qui en quelques jours seulement vous permet de partir d'une FAQ et de la transformer en un chatbot intelligent qui est capable de reconnaître les questions et d'apporter tout de suite la réponse. Ça peut énormément simplifier les réponses qu'on va apporter. C'est des solutions qui sont très efficaces, qui sont évidemment pas de l'ordre de quelque chose d'excessivement avancé technologiquement, comme un projet sur lequel on aurait travaillé des mois, qui aurait un taux de réponse excessivement poussé, mais dès à présent, très rapidement, on est capable d'offrir un taux de couverture des réponses très satisfaisant et d'apporter des bonnes solutions. Et puis évidemment, vous avez généralement des contenus self-care qui sont existants. Là aussi, c'est comment capitaliser dessus de manière intelligente pour apporter des réponses. Donc ça, c'est un petit peu la première phase qui nous a pas mal occupé, on va dire, ces dernières semaines. Et Julien et Camille, déjà, pourront vous partager certaines de ces expériences. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, mon activité, elle va aussi évoluer dans le temps fortement parce que à partir du moment où mes points de vente vont réouvrir, où je vais être plus accessible, etc., j'ai aussi beaucoup de questions qui vont surgir, beaucoup de nouvelles questions. Donc, comment est-ce que je fais pour répondre le plus efficacement possible, sachant que j'aurai pas forcément les mêmes ressources pour y répondre. Et ça, on peut anticiper avec un tout petit peu plus de temps. On est sur, on va dire, des dispositifs qui mettent à peu près 2 mois, un peu moins, un peu plus à se mettre en place. Et là, par exemple, ça peut être l'occasion d'ouvrir de nouveaux canaux de communication. Nous, alors chez TSC, pour ceux qui nous connaissent, on fait beaucoup d'évangélisation autour des canaux de messaging depuis quelques mois déjà, parce qu'on estime que ça apporte énormément d'avantages. Mais en fait, ces avantages qui pouvaient paraître un plus dans l'expérience client, en fait, ils vont devenir de plus en plus indispensables. Pourquoi? Parce que c'est des canaux qui sont imbattables en termes d'efficacité, de traitement, d'ailleurs du côté des conseillers, de leur capacité à avoir plusieurs conversations en même temps, par exemple, mais aussi de ce que ça va apporter en termes de possibilités, en termes d'automatisation. Et puis tout simplement parce que dans une situation où tout se bouleverse très vite, le mieux c'est aussi de s'appuyer sur des solutions qui sont déjà présentes dans le quotidien des utilisateurs. Et les utilisateurs, ils utilisent déjà l'application message de leur iPhone, ils utilisent déjà WhatsApp, ils utilisent déjà Messenger, et finalement, on va leur apporter des solutions fluides sur ces canaux-là. Évidemment, on a constaté aussi que le social media avait un rôle hyper clé. Pourquoi? Parce que très naturellement, les gens évidemment se sont rués sur les réseaux sociaux, déjà pour s'occuper, mais aussi parce que naturellement, c'est un canal sur lequel ils vont pour converser avec les marques, pour poser des questions sur des problématiques qui peuvent être très sérieuses ou sur des problématiques qui peuvent être plus légères. Mais c'est vraiment un réflexe. Et ces dernières semaines n'ont fait que mettre en lumière quelque chose qu'on savait déjà, mais ça ne fait que remettre l'intensité de ce phénomène sur le devant de la scène et comment finalement, encore une fois, cette partie relation client, elle a vraiment un rôle à jouer sur ces réseaux, autant que la dimension marketing et communication. Et là-dessus, évidemment, sur chacun de ces canaux, on va réfléchir à ces technologies d'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place. Et une fois qu'on s'est dit ça sur le court terme, sur le moyen terme, reste une temporalité un petit peu plus longue parce qu'en fait la crise elle a aussi montré quelque chose, c'est qu'en fait je parlais d'accélération de tendance déjà à l'œuvre tout à l'heure. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont être obligées de s'accélérer. Je pense qu'on a tous constaté l'essor du télétravail, qui est un truc qui pouvait mettre des semaines, des mois, des années à se mettre en place dans certaines organisations. Là, aujourd'hui, je crois qu'on doit être à peu près tous à distance. En fait, ce phénomène d'accélération, il repense pas mal de choses dans les organisations. Et du coup, il va falloir aller un petit peu plus en profondeur, donc sur des chantiers qui prennent peut-être un petit peu plus de temps, mais réfléchir comment, finalement, aussi des choses qui ont été mises en lumière par cette crise peuvent vraiment prendre une place hyper importante dans la relation entre les marques et les consommateurs.
Il y a l'exemple de Cultura qu'on verra tout à l'heure, mais qui est parlant par rapport à ça. On a des magasins aujourd'hui qui sont fermés. On a un site e-commerce qui, dans un premier temps, a été fermé et les gens se sont rués sur les communautés de cette marque pour justement entretenir cette relation. Derrière, il y a des choses qui sont un peu plus invisibles pour les consommateurs, mais qui sont tout aussi importantes, qui est l'outillage des conseillers. Comment est-ce que je fais pour leur mettre à disposition des choses qui sont efficaces, des consoles unifiées pour rendre ça plus efficace. Évidemment, la question de l'automatisation va toujours se poser de plus en plus, et là, on va pouvoir réfléchir encore plus, de manière encore plus approfondie sur ces problématiques. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette crise qu'on a vue, c'est que du jour au lendemain sont apparues des nouvelles problématiques. Et ça, c'est la question de comment est-ce que j'onboard mes conseillers, comment est-ce que je leur apporte cette connaissance, comment est-ce que je suis facilement et rapidement surtout capable de les mettre à jour pour leur donner des réponses à des questions qui se posaient pas hier. Et ben ça aussi, c'est des process qui méritent d'être réfléchis un petit peu plus en profondeur. Et du coup, c'est une façon en fait de se rendre plus résilient aux crises qui manqueront pas de venir, soit qui sont liées à ces événements avec peut-être des reconfinements, peut-être d'autres choses, mais surtout ça n'a fait que mettre en lumière le besoin de robustesse des organisations dans leur manière de gérer la relation client. Donc tout ça était un petit peu théorique, je vous l'accorde. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant de passer par des exemples. C'est pour ça que je vais passer la main à Romain, qui va vous présenter certains dispositifs qu'on a déjà mis en place avec certains de nos clients. Effectivement, alors, merci beaucoup Jocelyn. Donc avant de passer aux prises de parole de Julien et de Camille, on a voulu aussi vous présenter trois autres cas qui résument de manière assez différente chez TSC la manière dont on a pu aborder ces problèmes. Évidemment qu'ils les résument aussi différemment parce que chacun de ces clients a un contexte qui est différent déjà au global, mais chacun aussi avait déjà abordé le digital à sa manière. Le premier cas qu'on va vous présenter, c'est la Fondation Ramsay. Donc, derrière la Fondation Ramsay, il y a Ramsay, qui est un des plus grands groupes d'hospitalisation privée en France et qui, évidemment, se retrouve dans ce qu'on a justement appelé la première ligne face à la crise et donc avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et en fait, la particularité de Ramsay sur le digital, c'est d'avoir eu depuis longtemps une posture ouverte vis-à-vis des gens qui pouvaient venir lui poser des questions, ce qui n'est pas si naturel dans ce domaine-là, et d'avoir fait le choix de se positionner sur trois domaines qui étaient le stress, le tabac, la nutrition et le sommeil, et de dire en fait que le rôle de cette fondation Ramsay, c'était de venir aider les gens sur ces thématiques qui sont des thématiques du quotidien, mais qui évidemment, le stress, le tabac, la nutrition ou le sommeil, on peut très vite dériver sur des problématiques de santé beaucoup plus graves. Et donc la fondation Ramsay, qui est une des entités de ce plus grand groupe, avait décidé de trouver une utilité sur le digital, de travailler son purpose sur le digital, au travers d'un chatbot qui apportait déjà depuis plusieurs années des réponses aux gens qui cherchaient justement des solutions pour limiter leur stress, pour arrêter de fumer ou pour améliorer tout simplement la qualité de leur sommeil. Donc ça existait depuis plusieurs années avec déjà un niveau de trafic qui était très satisfaisant sur les bots et pour lequel on avait d'ailleurs eu plusieurs récompenses avec eux. Évidemment, la crise arrive et la Fondation Ramsay, comme on le disait tout à l'heure, est en première ligne. Et alors, il y aurait eu une option qui aurait été de dire on reste sur ce sur quoi on est et on sécurise le chatbot éventuellement en expliquant qu'il n'est pas là pour parler du Covid. Ça aurait été une approche, mais c'est une approche très conservatrice. Au contraire, la Fondation a choisi de prendre ses responsabilités dans la crise et de faire partie de ceux qui apportaient des réponses. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est avec eux, c'est tout simplement qu'on a maintenu les questions, le dispositif existant, mais que par contre, on s'est aussi permis, tout simplement parce que évidemment les FAQ existent et notamment la FAQ du gouvernement, de mettre à jour le chatbot. Donc, on a réadapté les contenus du chatbot pour contextualiser les informations et les conseils qui étaient partagés. On l'a réentraîné, parce qu'un chatbot, évidemment, ça intègre de l'information, mais il faut l'entraîner aussi à y répondre. Donc, on a réentraîné le chatbot pour que justement, il s'adapte aux réponses à toutes ces questions dans le cadre du Covid-19. Et par ailleurs, on a même été un peu plus loin, parce qu'on a aussi adapté le plan de médicalisation pour renforcer sa notoriété et amener d'ailleurs des gens qui n'en avaient pas encore forcément connaissance et amener vers le chatbot des gens qui pouvaient être en attente de réponse face à cette situation. Ce que ça illustre bien, c'est typiquement déjà l'avantage qu'ont ceux qui anticipent les crises, puisqu'en fait, ici, on avait déjà un dispositif en place, on avait déjà une audience, et en fait, l'avantage de ça, c'est que évidemment, quand on a fait ça, il reste plus grand-chose à faire, et surtout un chatbot, et c'est l'avantage aussi de ce type de dispositif, c'est des dispositifs assez légers. Ce qui a été fait en quelques jours, et on a pu dévier légèrement, en fait, pour répondre toujours au purpose de la Fondation Ramsay, pour être toujours cohérent avec sa raison d'être. Et on a eu que quelques journées en fait de travail technique et un peu sémantique pour arriver à faire basculer le chatbot. Donc c'est un vrai success case de ce point de vue. Et c'est aussi une manière de montrer que sans rentrer dans des choses très complexes, tout simplement à l'échelle d'un chatbot, on peut déjà apporter beaucoup d'utilité.
Alors Cultura, c'est un autre client. Pour ceux qui ne connaissent pas Cultura, c'est une des très grandes enseignes en France de la distribution de biens culturels. Et avec Cultura, on travaille depuis, donc évidemment, hein, Cultura, contexte comme beaucoup d'acteurs de secteurs de magasins fermés, et au départ, en tout cas dans un premier temps, de vente à distance interrompue. Mais par contre, dans le même temps aussi, de manière très positive, de trafic sur les communautés qui avaient été très développées. L'avantage aussi de Cultura, comme la Fondation Ramsay, c'est qu'on travaille avec eux depuis un certain temps et qu'on avait mis en place avec eux des logiques communautaires, à la fois sur la logique de social media classique, donc des comptes développés qui permettent de travailler là encore sur la raison d'être, sur la diffusion d'informations culturelles pour nourrir pour nourrir les cibles et les audiences. Et de la même manière, on avait aussi mis en place des communautés avec un acteur qui s'appelle Coros, qui est bien identifié, donc des communautés. D'ailleurs, on fait un webinaire avec eux la semaine prochaine, sur lequel on communiquera très bientôt. Et donc avec Cultura, on avait aussi des communautés fermées dans lesquelles on travaille aussi évidemment sur la diffusion d'informations culturelles. On travaille avec des cibles qui ont un intérêt tout particulier pour ces biens. Et donc, on a fait deux choses avec eux qui étaient là encore très cohérentes avec ce qu'est la marque. Une campagne social media, défi tuto, pour renforcer l'engagement et acquérir des nouveaux membres pour Cultura. Donc, évidemment, continuer la discussion avec des consommateurs qui sont en attente, surtout en période de confinement, surtout avec des enfants qui ont besoin qu'on vienne les animer. Et puis aussi, aller chercher des gens nouveaux qui, là encore, vont être plus en éveil que d'habitude sur les contenus culturels et qui vont être intéressés par ce que va avoir à proposer la marque. Et de la même manière, on a renforcé, donc évidemment, ça, c'est la dimension de production de contenu. On a aussi renforcé l'équipe social media interne parce que là encore, les technologies ne fonctionnent pas toutes seules. Et donc, on a renforcé l'équipe en animation et en modération pour pouvoir justement répondre à l'afflux qui venait sur la communauté. Et enfin, Nestlé. Nestlé, c'est un client extrêmement important pour TSC et pour Sitel, parce qu'en fait, on a déployé pour Nestlé ce qu'on appelle une social room. Donc, le métier du groupe auquel appartient TSC, qui s'appelle donc notre groupe qui s'appelle Sitel, c'est la relation client de manière générale. Donc, c'est notamment des centres de services, de très grands centres de services qui vont répondre au téléphone ou à des emails, mais de plus en plus, et c'est notre raison d'être au sein de ce groupe, on amène des nouvelles solutions, on amène des nouvelles façons d'interagir avec les gens. Et donc, Nestlé, c'est un des clients qui travaille avec Sitel de manière, je dirais, classique, à travers le téléphone, à travers l'email. Mais ce qu'on a fait plus récemment avec eux, plus récemment, c'était quand même il y a déjà 3 ans, donc on est sur un dispositif qui a aujourd'hui beaucoup de valeur, qui a beaucoup de portée. C'est qu'on a mis en place, en plus des activités traditionnelles, une activité de social room. Et c'est-à-dire qu'on a dans le même endroit aujourd'hui, sur un de nos sites situé à Romainville, en région parisienne, des gens qui répondent au téléphone pour Nestlé, mais aussi des gens qui vont répondre à du chat ou des gens qui vont répondre pour les médias sociaux. Et donc là, ce qui est très intéressant avec ce cas Nestlé, c'est surtout la capacité qu'on a eue à passer d'une situation où tout le monde travaille sur un plateau à évidemment une situation où on peut plus travailler massivement sur les plateaux, et notamment, et ça il faut le saluer aussi, il faut saluer la prévenance d'un groupe comme Nestlé qui s'est inquiété de la santé de ses collaborateurs, mais qui s'est aussi inquiété de la santé des prestataires, et de faire attention à ce que chez les prestataires les gens soient bien mis en sécurité. Et donc effectivement, il a fallu très rapidement mettre en place des dispositifs de work at home, ajuster les process de pilotage, et donc évidemment retravailler aussi la manière dont on travaillait le pilotage de ce compte-là, et avoir aussi sur le fond et sur les contenus, re-rédiger les FAQ et retravailler avec les gens qui travaillent sur les médias sociaux la façon justement dont ils peuvent interagir et les réponses qu'ils peuvent apporter, puisqu'évidemment, quand on est un groupe comme Nestlé, même si on n'est pas tout à fait dans la première ligne, on est plutôt dans la deuxième, on est forcément sollicité au niveau, à la taille de ce groupe, et donc on doit apporter des réponses, et on doit être staffé en fonction. Et enfin, une dernière initiative qu'on avait à cœur de présenter. Comme vous le savez peut-être, là encore, le groupe Sitel fait partie des acteurs qui répondent donc au numéro vert qui a été mis en place par le gouvernement, donc qui apporte des réponses au quotidien à beaucoup de gens qui s'inquiètent, et légitimement, sur différents sujets. Et ce qu'on a souhaité faire en complément de ça chez TSC, c'est proposer un bot qui a repris tout simplement la FAQ du gouvernement, qui l'a adapté et qui propose justement directement en ligne des informations aux gens. Donc il y a des gens, évidemment, on a un certain nombre de publics qui vont aller très naturellement sur le téléphone, et puis il y a d'autres types de publics qui ont des usages différents, plus digitaux, notamment les publics plus jeunes, et qui vont chercher de l'information ailleurs. Et ce qu'on a voulu proposer, c'est de l'information disponible et de l'information fiable. On n'a rien inventé. On a simplement repris les FAQ telles qu'elles ont été créées par le gouvernement, et on est simplement remis en forme dans le chatbot de manière adaptée. Et donc, on permet ici à des gens qui seraient plus digitaux, mais donc de trouver de l'information, et ça permet aussi de dégager un peu les centres, puisque l'activité est très très volumique, et donc on offre aussi un répit de cette manière-là, et on essaye d'apporter le maximum de réponses sur l'intégralité du territoire. Donc, Alors, on va pouvoir
Oui. On va pouvoir passer à Citroën et Julien, je vais pouvoir te poser quelques questions qui seraient une manière d'aborder le cas. Est-ce que peut-être dans un premier temps, tu peux déjà nous raconter ce qu'est ton activité traditionnellement? Ah non, pardon, je suis désolé, je pensais qu'on était sur Nespresso. Pas de souci. Je te laisse la J'aime main. beaucoup les Attention, voitures, donc dans le je peux aider battement. Camille si elle veut, c'est la réponse de Citroën. Camille, peut-être je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître. Oui, alors du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Camille Bataille, je suis responsable du social media pour Citroën France. Donc en fait, je m'occupe spécifiquement de la France et je dépends d'une équipe qui travaille à la filiale France. Je m'occupe aussi de DS, puisqu'aujourd'hui ce sont deux marques séparées, mais là c'est avec Citroën que je travaille depuis plus de 2 ans maintenant avec TSC en Euh, social media. Oui. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, je pense qu'on peut s'en douter, mais nous donner un peu ton regard sur comment est-ce que Citroën a été directement impacté par la crise ces dernières semaines? Bah, du coup, je pensais que tu allais commencer par Julien, mais on peut le savoir. Je pense que c'est plus facile d'acheter du café ces derniers temps que d'acheter des voitures. Et ça se ressent énormément sur l'état du marché automobile en France et même mondialement. C'est très compliqué pour nous ces derniers temps. On l'a vu avec la Chine en premier, ça s'est effondré. En France, c'est pareil et Citroën n'est pas passé à la trappe. Donc ça a été un petit peu difficile. On a coupé quelques moyens là où il fallait. On essaye de tenir bon et de rester prêt pour le retour, prêt pour le déconfinement et prêt pour trouver les meilleures solutions dès qu'il sera possible de reprendre l'activité. Et donc du coup, plus spécifiquement sur le digital et sur les réseaux sociaux, c'est quoi les mesures qui ont été mises en place? Alors, du coup, comme je disais, on a coupé beaucoup de moyens. Les réseaux sociaux sont quasiment le seul média qu'on a gardé sur Citroën France. On a un peu de digital, on a le site internet qui fonctionne très très bien et qui est très réactif. Mais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le seul endroit où on a gardé un budget qui nous permet de mettre en avant nos publications et nos informations sur la marque. Donc, c'était très important de rester ouvert sur toutes les possibilités qu'on avait de faire passer des messages et d'accompagner nos internautes et nos clients qui, comme tu le disais tout à l'heure, se sont retrouvés dans un flou total et les réseaux sociaux ont été leur seule porte ouverte pour les questions et pour leurs interrogations. Donc, il fallait absolument qu'on leur réponde au mieux et c'est aussi pour ça qu'on a gardé les réseaux sociaux en première ligne. Mhm. Et du coup, est-ce que vous vous êtes rendu compte dans les interactions que vous avez eues avec votre communauté qu'il y avait du coup certaines attentes particulières de votre audience ou de vos fans plus particulièrement? Alors, ça a été fait en plusieurs étapes. Au départ, il y a eu un vrai élan de panique. On a senti beaucoup de stress au sein de la communauté, beaucoup de connexions intenses sur les réseaux sociaux. On avait les résultats des agences médias qui disaient que les chiffres explosent et que tout le monde était connecté constamment. Et donc, ça a quand même mis une légère pression sur nos publications et sur les réseaux sociaux. Après, ça s'est petit à petit calmé, alors tout en restant intense, mais les gens sont devenus peut-être un peu plus bienveillants. On avait un peu perdu ça sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et là, on a senti qu'il y avait de la solidarité, il y avait cette vraie communauté qui se créait et qui avait envie d'arranger les choses, qui avait envie d'aider au possible. Et ça, en tout cas, nous, dans nos commentaires et dans la façon dont les gens réagissaient avec nos publications, on l'a senti plus que d'habitude. Donc ça, c'était plutôt positif. Et puis après, évidemment, énormément de questions, énormément d'interrogations sur tous nos clients qui ne pouvaient pas se faire livrer, tous ceux qui avaient des problèmes avec leur voiture et qui étaient obligés d'aller travailler parce qu'ils travaillaient dans les hôpitaux et qui avaient besoin de se faire aider là-dessus. Donc tout ça, on a essayé de rester bien au courant de comment ça fonctionne dans nos points de vente pour pouvoir leur apporter ce
un côté un peu plus doux tout d'un coup. Et là, c'est resté là-dessus ces derniers temps, avec on a toujours ceux qui aiment faire des petits commentaires plus aigus, mais Vous ça êtes reste retourné à bienveillant ces derniers temps. votre niveau C'est d'avant et agréable. une marque avec un capital assez sympathie assez fort quand même par rapport à d'autres marques. Je pense qu'il y a pas mal de marques qui peuvent être envieuses de Citroën de ce point de vue-là. Et ça montre à quel point bah, le socle d'une communauté est hyper important. Ouais. On a une communauté qui est à l'image de ce que sa marque renvoie. Et du coup, c'est là, dans ces moments de vérité, un petit peu qu'on peut capitaliser dessus. Et du coup, en termes d'évolution, parce que forcément, il y a eu des Exactement. impacts sur la ligne éditoriale, sur les contenus qui sont proposés. Donc, comment ça s'est orienté? Est-ce que ça a été tout de suite parler de la crise elle-même ou au contraire parler d'autres choses? Comment ça s'est goupillé? Alors, on a laissé le mois de mars se terminer avec notre plan éditorial habituel. Et puis, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on montre qu'on était là parce que depuis 100 ans et même un peu plus, Citroën est toujours là pour accompagner ses clients et ses internautes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment montrer que Citroën était présent. Et donc, on a créé le Citroën With You, qui est du coup la ligne éditoriale qu'on a lancée depuis le début mars ou début avril. Je ne sais même plus quelle journée, c'est terrible. Je pense que c'était mi-mars. Et, euh, et du coup, on a lancé cette ligne éditoriale avec un nouveau logo, avec des nouvelles publications. Alors, on a essayé de rester un peu, euh, un peu loin de ce côté très direct Covid-19. On a essayé de prendre un petit peu plus de recul, mais de bien signaler que la marque était présente et qu'elle accompagnait ses internautes et ses clients. On a aussi parlé du coup de tout ce qui était encore disponible de la part de Citroën, parce qu'aujourd'hui, on a réussi à relancer les livraisons, on a réussi à ouvrir quelques points de vente pour pouvoir aider ceux qui ont besoin d'un garage, tout simplement. On a essayé aussi de faire en sorte que certains clients qui attendaient leur voiture ou qui avaient des questions soient rappelés par les points de vente qui ont réussi à réouvrir. Donc, on a vraiment parlé de tout ce qui était possible. On a aussi un service de voitures disponibles en ligne qui sont possibles à l'achat. Donc, on a orienté nos clients qui avaient une certaine urgence vers ce car store. On a aussi une petite boutique lifestyle et comme en ce moment tout le monde fait des gâteaux, c'est le moment d'acheter un moule. Mais voilà, on a essayé d'ouvrir un petit peu toutes nos possibilités et de bien les mettre en avant au sein de notre communauté. Et après, au-delà de ça, on a essayé de garder ce côté un peu fun de la marque. Donc, on a relancé quelques petits quiz comme on l'avait fait l'année dernière. On a essayé d'être un petit peu plus dynamique sur certaines réponses. On a joué un petit peu avec notre communauté là sur Instagram. On vient de terminer une revisite de Trivial Pursuit qu'on a fait justement avec l'équipe avec qui je travaille chez TSC. Notre audience, enfin nos internautes sont habitués à ce qu'on joue avec eux et à ce qu'on soit fun. Donc, on voulait absolument répondre à ça. Pour moi, c'était indispensable et je pense qu'on a vraiment réussi à le faire et à balancer entre toutes les informations Covid qui étaient très sérieuses et en même temps très bienveillantes parce qu'on a eu des dessins d'enfants, on a eu des infirmières qui remerciaient les équipes Citroën pour les avoir aidés. Donc, ça, c'était très prenant. Et en même temps, on est passé sur un côté un petit peu plus fun pour pas oublier qui on est et montrer voilà, qu'on peut parler aussi d'autres choses. Donc ça, c'était hyper sympa. Et on a aussi fait quelques lives parce que voilà, il n'y a pas que le sport qui fait des lives, il y a aussi Citroën. Et ça, c'est très sympa. C'est une vraie tendance ces derniers temps. Et je pense que c'est sympa de faire parler ceux qui connaissent bien la marque, ceux qui ont des choses à raconter parce que la marque a encore de très belles surprises jusqu'à Cool. la fin de l'année. Donc c'est Et important du de coup, pouvoir en bah, de parler. ce que tu as expérimenté toi sur ces marques-là, tu aurais des recommandations pour d'autres marques qui ne sont peut-être pas sur le même sujet, mais plus d'un point de vue méthodologique, comment s'y prendre? Bah, je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est très, très Mm. important d'étudier sa communauté et de voir comment ils réagissent par rapport à toute cette histoire. On a vraiment la chance d'avoir une communauté qui est majoritairement bienveillante et qui, du coup, avait envie de savoir ce qu'on proposait, ce qu'on était capable de faire, comment on se rendait disponible. Et tout ça, on a vraiment apporté une solution en fonction de ce qu'ils nous demandaient.
c'est un petit peu la même chose pour les lives. On a eu des questions, on a essayé d'y répondre au mieux. Donc, vraiment, avoir à l'écoute sa communauté et savoir répondre correctement à ce qu'ils demandent, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment indispensable. Après, ce que je dirais d'autre, c'est potentiellement essayer de bien cibler les bonnes personnes avec les bonnes informations. C'est qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, je pense que beaucoup de budget est déployé parce que beaucoup de marques les utilisent comme le seul média qui leur reste. Et donc, il faut arriver à trouver sa place pour que la publication soit vue et qu'elle ait le bon retour. Donc, voilà, les ciblages, c'est toujours très, très important. Il faut savoir bien mettre le bon message aux bonnes personnes. Et donc, ça, c'est vraiment en ce moment quelque chose qui est peut-être pour pour moi conclure, avant indispensable. de passer la main à Romain et Julien, un petit coup de prospective, allez, on tente. À ton avis, qu'est-ce qui va rester après ces premiers mois de crise qu'est-ce qui va dans les nouvelles façons, si tu veux, d'opérer les réseaux sociaux de ton côté? Qu'est-ce qui va rester au-delà de la crise? C'est-à-dire, qu'est-ce que on a changé ou on se rend compte que en fait, sur ces parties-là, on reviendra plus en arrière, c'est acquis. Et finalement, la crise aura été un révélateur ou un provocateur de ça pour ça. Je ne sais pas si on a eu une vraie cassure en fait, parce que on a vraiment réussi à écouter ce que la communauté nous demandait. Donc, moi, je pense que ce qui est vraiment le vrai truc qui ressort de tout ça, c'est plutôt qu'il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Les gens sont là pour s'écouter, pour voir où est-ce qu'on peut aller ensemble. Et ça, j'aimerais vraiment que ça reste. Alors après, c'est peut-être un peu utopique, mais ça donne envie de rester solidaires les uns avec les autres et que les réseaux sociaux restent comme ça. Pareil pour les jeux, pareil pour les lives, pareil pour toute cette dynamique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux pendant toute cette période. Je pense que ça serait vraiment super qu'on arrive à garder ça pour que voilà, chacun comprenne que ce sont des médias tout aussi importants que les autres et que c'est bien de les solliciter et pas que pendant les crises sanitaires. Donc ça, je pense que c'est important. Après, cette crise, elle va, je pense, apprendre à chacun à travailler différemment. Là, on va au-delà des réseaux sociaux, on va dans l'humain en lui-même, d'être confiné, de travailler en télétravail tout le temps. Enfin, c'est plein de choses qui changent à l'intérieur de nous et j'espère que voilà, qu'on va tous en trouver plein de choses bénéfiques et bienveillantes. Après, voilà, nous, chez Citroën, on a encore plein de surprises, on a encore plein de choses qui arrivent jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment une continuité. On ne s'arrête pas, on tient bon. Et puis voilà, n'oubliez pas de passer dans les points de vente dès que vous êtes déconfinés pour venir nous faire un coucou. Je pense qu'ils s'ennuient tous et ils ont tous envie de voir du monde. Donc, voilà, faut faire attention à soi, Merci mais beaucoup, faut Camille. faut Moi, pas ce que oublier de je passer retiens dans de ce que tu dis dans les notamment, boutiques. c'est cette notion de mouvement. Surtout, c'est le moment de tester des choses. Alors évidemment, l'idée, c'est de rester focus sur le besoin du moment et c'est vrai que c'est compliqué de faire des plans sur la comète. Mais en tout cas, cette idée de mouvement perpétuel, de pas s'arrêter et de surtout pas créer une cassure, comme tu disais, avec ce monde d'avant. On est plus sur une phase de transition et je trouve l'approche super intéressante. Donc encore merci Camille, on va passer la main à Romain et Julien. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, du coup, cette fois, on va vraiment parler d'Nespresso. Julien, ce que je propose de faire dans un tout premier temps, c'est déjà évidemment de te présenter, de nous dire un peu voilà quel est ton périmètre, ce que tu fais d'habitude, et puis de nous parler de ce qu'étaient les préoccupations des gens avant cette crise et avant le confinement surtout. Salut Romain, bonjour tout le monde. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis chez Nespresso. On va peut-être commencer par remercier les gens qui, entre Édouard Philippe et nous, ont choisi de venir nous écouter. C'est quand même important. Ça fait 3 ans que je suis chez Nespresso et j'ai la charge du coup de toute la partie réseaux sociaux. Donc avec tout ce que ça implique pour une marque telle que Nespresso, donc ça va de la média en passant par la relation client, la gestion de crise, plein de choses. La marque employeur, etc. Donc toutes ces choses qu'on vient porter sur ces outils digitaux. Et depuis septembre de l'année dernière, du coup, j'ai également la charge de tout un volet digital content, donc production de contenus digitaux à destination de tout notre écosystème de marques qui est très large puisqu'il y a des sites, du coup, des boutiques avec des écrans pour lesquels on produit des contenus, etc. Donc voilà. Ok.
Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé pour vous le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé chez Nespresso le jour où c'est arrivé? Alors beaucoup de choses ont changé, on est passé dans un tout nouveau monde et je suis assez aligné avec la petite slide que vous avez sur les différents temps de la crise. C'est vrai qu'il y a eu des premières semaines où il y avait une urgence à laquelle il fallait répondre. On est passé dans un nouveau monde avec des points de vente physiques qui ont fermé. Pour Nespresso, c'est une partie qui est importante puisqu'on maille une très grande partie du territoire avec la totalité des grandes villes et une bonne partie de villes un peu plus moyenne en termes de taille. Donc évidemment, on va perdre ce lien avec le client du jour au lendemain, c'est quand même un changement qui est assez fort. Pour autant, c'est vrai que on a la particularité d'avoir une vente de produits qui se fait dans notre réseau propre, donc dans nos boutiques, sur notre site e-commerce. Et le site e-commerce était déjà quelque chose qui chez nous était très bien installé, puisque aujourd'hui, il y a plus de 50% des volumes qu'on vend qui passent par le canal e-commerce. Donc c'est déjà un canal très très fort chez nous. Donc voilà, c'est cette partie boutique qui a été très impactée. Et puis après, pour tout ce qui est évidemment livraison, Camille disait tout à l'heure que c'est sûrement beaucoup plus facile et elle a raison bien sûr de se procurer du café qu'une voiture en cette période, mais pour autant on a quand même eu des très gros challenges sur la partie logistique notamment, puisqu'on s'appuie sur des partenaires de livraison forcément pour faire arriver le café jusqu'à nos clients. Ces partenaires ont été impactés de la même manière que nous tous, donc voilà, ils ont connu pour certains de leurs collaborateurs de la maladie, de l'absentéisme, etc., etc. Donc, ça a été en fait une crise qui nous a tous frappés d'un coup, avec laquelle il a fallu conjuguer. Et c'est vrai que notre priorité, et c'est la priorité du groupe Nestlé derrière, et ça c'est vraiment quelque chose qui drive l'entreprise et le groupe de manière constante, c'est la santé des collaborateurs déjà. Donc, il a fallu mettre tout le monde à l'abri entre guillemets, s'assurer que voilà, l'activité puisse se poursuivre, mais qu'elle se poursuive dans les bonnes conditions. Et puis évidemment du coup ça a impacté donc la partie boutique, la partie logistique, la partie relation client et du coup avec pas mal de choses comme ça qui ont ruisselé dans les différents départements. Mais c'est vrai que voilà, on avait cette chance en tout cas d'avoir une certaine maîtrise des outils à distance, donc avec toute la partie e-commerce, et puis d'être aussi assez accoutumé au télétravail aussi qui est quand même déjà très installé chez Nespresso aussi. Ok, ok, merci beaucoup. Et aujourd'hui, sur les volumes de sollicitations, évidemment, c'est le gros sujet. Sur les volumes de sollicitations, comment est-ce que ça a évolué? Et évidemment, pas simplement en général, mais vis-à-vis des différentes thématiques que vous pouvez traiter. Alors c'est vrai que avant la crise, l'une des principales préoccupations de nos clients, c'était d'arriver à être livré correctement de leur café et voilà et pas atteindre un point de rupture. Donc évidemment cette crainte-là, cette préoccupation-là, elle a été renforcée avec le début de la crise. Donc on a eu aussi au départ un peu un effet stockage aussi, donc des volumes de commandes qui ont assez soudainement augmenté. On a connu des semaines assez surprenantes de ce côté-là. Et c'est vrai que du coup, mêlé à ce surplus d'activité-là sur la partie commande et livraison, forcément, avec les défis logistiques que j'évoquais juste avant, on a évidemment eu des délais de livraison du côté de nos partenaires qui ont été impactés. Donc c'est vrai que le sujet numéro un des sollicitations clients qu'on pouvait recevoir était vraiment cette partie commande, suivi de commande. Où est-ce qu'est mon colis? Comment je peux faire si mon colis a été remis à un point relais qui a dû fermer? Comment je peux faire si mon colis a été en transit dans un centre de tri de la Poste qui a dû fermer pour contamination? Enfin, il y a eu vraiment tout ce cheminement en fait des colis Nespresso envoyés à nos clients qui a été fortement impacté à plein de différentes étapes. Et du coup, c'est vrai que ça s'est retrouvé de manière très forte dans les sollicitations des clients. Ouais. Et du coup, alors forcément, comment on s'organise face à tout ça? Surtout quand on est une marque comme Nespresso où il y a justement un fort enjeu, une forte culture de l'organisation. Ouais, c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, ce genre de situation agissent vraiment comme des révélateurs. Donc ça, c'est vraiment une certitude. Ça met en exergue plein de choses. Donc
je trouve que chez Nespresso, ça a mis, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui me surprend depuis que je suis chez Nespresso et ça s'est ressenti x10 pendant cette crise, c'est que on a beau être voilà une grande structure, avoir 1400 collaborateurs en France, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu un énorme élan, alors déjà d'agilité, de flexibilité, d'entraide. Je rejoins ce que disait Camille là-dessus, c'est des choses qui ressortent considérablement dans ces périodes-là. Nous, c'est vrai qu'on a voilà des valeurs d'entreprise qu'on aime bien porter comme des étendards, qui sont vraiment cet esprit d'équipe, cette audace, etc. Et là, dans cette situation-là, ça s'est vraiment ressenti. Donc, il y a plein de choses en fait qui sont venues illustrer cet esprit d'équipe et cet esprit d'entraide. C'est que évidemment, on a eu pas mal de collaborateurs déjà qui ont été qui se sont retrouvés en activité partielle. Donc ces collaborateurs-là, sur la base du volontariat, ont pu venir prêter main forte aux équipes de relations clients qui se sont retrouvées évidemment submergées par tout un tas de sollicitations. Donc du coup, chacun en fait a découvert des horizons qui normalement auraient dû rester très très lointains si on n'avait pas subi cette crise sanitaire-là. Donc moi, pour le coup, je me suis retrouvé du coup formateur à devoir expliquer à des gens chez nous comment on utilise nos outils de gestion des réseaux sociaux pour aller répondre à nos clients. Et du coup, des personnes qui chez nous étaient assistantes de direction, qui étaient commerciales pour les entreprises, qui étaient, je sais pas, formateurs, formatrices, se sont retrouvées du jour au lendemain à faire une activité de conseiller clientèle et à venir répondre, du coup, à venir prêter main forte aux équipes dédiées sur cette activité de relations clients. Donc, c'est des choses qui, évidemment, sont assez curieuses. C'est des choses qu'on découvre tous au fil de l'eau, mais pour autant, tout le monde était ultra motivé. Donc, il y a eu cette réaffectation de collaborateurs en interne. Sur les équipes déjà dédiées à la relation client, on a eu une réaffectation vraiment sur des activités très messaging. On s'est vraiment tourné vers l'écrit qui nous permettait, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt, d'aller chercher plus d'efficacité, de plus gros volumes de productivité. Aussi parfois, quand on parle de chat, par exemple, répondre à plusieurs clients à la fois. Alors, c'est une gymnastique, mais c'est vrai que c'est le genre de choses que ces outils permettent. Mais du coup, voilà, en interne, beaucoup de messaging, ça c'est clair, l'écrit qui a été surdéveloppé pendant cette période, des collaborateurs qui sont venus nous aider d'autres départements, un peu voilà un chamboulement d'activités comme ça. Et puis, évidemment, on n'est pas tout seul dans cette gestion de relations clients, donc TSC qui nous accompagne depuis quelques mois vient de vivre une grosse épreuve du feu pour nous, puisqu'il y avait quand même un gros challenge. Et c'est vrai que voilà, la flexibilité qu'on peut avoir en étant une entreprise comme Nespresso, elle n'est permise que aussi quand il y a un parfait alignement des planètes avec des partenaires externes. Et pour le coup, c'est vrai que ces partenariats se sont renforcés là. On allait chercher plus de flexibilité, plus de souplesse, plus d'agilité. On a eu la chance d'être accompagné par TSC pour renforcer l'équipe et du coup depuis quelques semaines on a des nouvelles personnes qui ont intégré l'équipe réseaux sociaux. Leur apport il est ultra précieux parce que les volumes ont fait un plus quasiment plus 300% entre on l'a mis sur la slide, c'est plus 285%. Pour info, c'est sur une période qui court de mi-mars à mi-avril, donc c'est plus 300% quasiment par rapport aux 28 jours d'avant, donc c'est vraiment colossal. Et c'est vrai que pour traiter ces volumes-là, il a fallu mettre en place plein de nouveaux process, plein de nouvelles personnes, et voilà, et ça a été un effort commun, un effort de guerre assez particulier, mais je pense qu'on a tous plutôt bien relevé ce défi-là, et c'est inévitable que ça va laisser des traces pour la suite, quoi. Super. Et enfin, alors, on va faire comme avec Camille, le petit exercice de futurologie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu envisages et comment tu prépares le déconfinement? Alors justement, pour en revenir au temps de crise qu'on évoquait plus tôt, c'est clair que là, on s'oriente vers tout ce qui est plan de reprise d'activité. Pour autant, on l'a dit, hein, il y a Édouard Philippe qui parle en même temps que nous, donc il va annoncer des choses. On est quand même tous dans une période qui est sacrément floue. Comme Citroën, on a des points de vente, donc évidemment toute cette partie-là qui a été fortement affectée. Il y a une grosse question qui subsiste, c'est comment les boutiques vont rouvrir, dans quelles conditions, comment accueillir nos clients au mieux, comment garantir la sécurité de nos collaborateurs. Donc c'est très
spécial. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que sur la forme, chez nous, ça prend une tournure de groupe de travail multidisciplinaire, qui mélange différents départements aussi et qui réfléchissent à cette reprise d'activité, à comment les choses vont se faire. Après, c'est vrai que on est très très lié à ces annonces gouvernementales, et cette reprise, elle va se faire de manière très très douce dans un premier temps, parce que encore une fois, l'enjeu c'est la santé de tous, donc on va y aller tout doucement mais sûrement. Top, merci beaucoup Julien. Avec plaisir. Et donc évidemment, maintenant, on a envie de dire que c'est à vous qui nous écoutez de venir disons, nous dire aujourd'hui, et on sera ravis de le faire, de dire à quoi vous faites face, comment, évidemment, c'est certain, vous avez déjà trouvé plein de solutions, et nous, on sera ravis aussi de venir vous aider, comme on l'a fait avec Camille, avec Julien. Alors voilà, parmi les choses qu'on peut proposer, c'est juste des solutions technologiques, et pour nous, c'est quelque chose qui est très ancré chez nous. Les solutions, elles sont au service de la résolution de problèmes. On plaque pas des solutions sur des problèmes, on les utilise, et comme on le montrait tout à l'heure dans nos méthodologies, on les utilise, on cherche toujours la meilleure solution pour répondre aux problèmes. Et donc voilà, mais tout de même, parmi ces solutions, on va avoir de défection, de déroutage de flux, typiquement des solutions type Dialone, qui vont nous permettre de transformer des flux d'appels en flux digitaux, qui marchent très bien, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de facilité de mise en place, de la self-carisation à travers le contenu, de l'automatisation, donc évidemment les chatbots, mais aussi des callbots qu'on peut brancher directement sur des canaux téléphoniques et qui sont intéressants. On en parle beaucoup avec beaucoup de clients en ce moment, de ces fameux callbots qui permettent aussi d'aller chercher des audiences moins digitales. Il y a des marques qui ciblent beaucoup les personnes âgées, par exemple, en tout cas qui ont beaucoup de personnes âgées dans leur audience, surtout évidemment en France vu notre structure démographique. Et évidemment, le callbot aborde beaucoup de réponses parce que tout le monde n'est pas à l'aise pour pour aller sur une app, même parfois. Donc c'est une réponse qu'on trouve très intéressante. Évidemment, déployer aussi des canaux de messaging, et c'est le bon moment pour le faire quand c'est pas encore fait dans certaines structures. Et puis là encore, comme on l'a bien montré avec Camille tout à l'heure sur Citroën, animer, créer des contenus sur les réseaux sociaux et justement pouvoir maintenir ce lien, comme c'est le cas aussi avec Cultura. Juste en quelques mots, on a fait le choix en tout début de cette crise de bâtir une petite offre parce que justement le sujet, là encore, comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est pas de plaquer des solutions technologiques sur des problèmes, c'est de trouver les bonnes solutions, parfois très technologiques et parfois beaucoup plus simples, pour répondre aux problèmes. Et donc on a bâti une petite offre qui en 3 jours, alors évidemment on refait pas tout le digital de votre marque en 3 jours, par contre en 3 jours, on arrive à identifier quels sont les problèmes, d'où vous partez, à quoi vous faites face aujourd'hui et quelles sont les bonnes solutions, et surtout très concrètement, c'est justement notamment le travail de notre équipe de consulting qui est l'idée par Charles Courland, c'est d'arriver à vous trouver les solutions et déjà avoir une première idée mais assez déjà avec déjà beaucoup de conviction de la manière dont on pourrait implémenter des choses et de la manière dont on pourrait avancer. Et donc c'est une solution, c'est une petite offre packagée qu'on a mis en place qui a 2 gros avantages, c'est qu'évidemment on la met en place très vite, c'est simplement 3 jours entre le point de départ et le point d'arrivée, donc au bout de 3 jours vous avez votre recommandation, et puis c'est surtout évidemment comme c'est simplement 3 jours, l'avantage que ça a aussi c'est qu'on est sur des coûts qui restent maîtrisés et qui permettent de faire ça pour de nombreuses organisations, donc on sera ravis d'en parler avec vous. Et donc voilà, on espère avoir l'occasion de pouvoir parler avec vous très prochainement. S'il y a des questions dès maintenant, on peut les prendre. Il y a eu pas mal de demandes. Je suivais ça tout à l'heure, notamment pour avoir les présentations. Et s'il y a des questions maintenant, évidemment, on est aussi ravis de les prendre et de vous répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dès maintenant. Je crois que les gens sont partis voir Édouard Philippe là. Alors, on a beaucoup de commentaires très gentils, je plaisante. mais effectivement, on n'a pas de questions pour le moment. Très bien. Et dans ce cas, on va peut-être l'idée. Alors, on a une question de Cécile Catlin, j'espère qu'elle prononce bien, qui demande comment on arrive à communiquer sans paraître opportuniste. Est-ce qu'il y a l'un de vous, Julien ou Camille, qui veut faire une réponse? Camille, nous, notre parti pris, ça a toujours été de se dire qu'on gardait un côté un peu plus fun et de l'autre côté, on palliait avec nos informations plus commerciales. Donc, le fait d'avoir les deux, on arrivait à peu près un juste milieu.
clairement, par rapport au Covid, nous, chez Citroën, on a mais juste aucune raison d'être opportuniste. On n'a rien à vendre qui pourrait aujourd'hui se servir du Covid pour être mieux vendu. Au contraire. Donc, on essaye juste voilà, de donner l'information et de rester en même temps là pour la communauté et en même temps de rappeler qui on est et ce qu'on fait. Je pense que c'est une question de juste milieu. Ouais, ce que tu dis est hyper important, Camille. Ouais, côté Nespresso, c'est vrai que Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie, Julien. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je pense, parce que dans ce que tu disais, en fait, il y a. Non, j'allais juste te dire que c'est vrai qu'un peu de la même manière que. C'est vrai qu'il y a un décalage. Je sais pas, je te laisse parler. Il y a du décalage. Ouais, en duplex. Qui va le premier, du coup? Je laisse la parole à Jocelyn. Ouais, désolé pour le décalage. Mais en fait, ce que je disais, c'est que ce que tu dis est important, c'est cette notion de sincérité, en fait. Tout est une question de confiance. C'est vous êtes jugé comme opportuniste à partir du moment où vous avez rompu le cadre de confiance. Et ça passe par deux choses. Ça passe par la continuité avec ce que vous racontiez avant, la tonalité, les sujets, etc. Toutes les marques qui vont s'inventer un nouveau purpose, qui est un sujet à la mode d'il y a encore quelques semaines, forcément ça va se voir. Et je pense que le plus fort, enfin le plus facile entre guillemets, c'est la sincérité. Alors c'est pas forcément une sincérité de personne, des gens qui le font, mais en quoi la marque, on peut l'apercevoir comme sincère, parce que il y a des marques qui vont parfois sous-communiquer sur des actions très concrètes qu'on fait. C'est Samuel Barouk de Nestlé, par exemple, dans une interview il y a peu, qui expliquait justement à quel point chez Nestlé, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites et qui n'étaient pas forcément communiquées. Donc, il y avait une sous-exploitation, entre guillemets, de ça, mais que du coup, dès que quelque chose sortait, pour le coup, on était dans une extrême sincérité parce qu'en fait, c'est des choses réelles, concrètes, sur lesquelles s'appuyer. Tout ce qui va être de l'ordre du factice va être forcément critiquable. Et puis après, il y a une évidence qui est, tout dépend de quelle marque vous êtes et dans quel secteur d'activité vous êtes et la sensibilité du sujet. Quand on est chez Nespresso, chez Nestlé, sur quelque chose de l'ordre de l'alimentaire, ça, il faut faire aussi particulièrement attention. Là où quand finalement le cœur de cette relation, il était sur quelque chose de beaucoup plus fun, à l'image d'un Citroën, on peut aussi se permettre des choses un petit peu différentes. Je t'en prie, Julien. Non, j'allais dire que effectivement, un peu comme Camille l'a dit pour Citroën, donc nous on a coupé nos communications très rapidement, forcément. On voulait éviter toute communication qui aurait pu sembler malvenue dans la période qu'on traversait. Après, évidemment, enfin complètement aligné avec ce que tu dis, Jocelyn, c'est qu'il faut rester voilà dans l'ADN de la marque, faut rester dans les valeurs de la marque qui sont celles pour lesquelles les clients viennent nous chercher. Donc nous chez Nespresso, on a joué sur à la fois le support et à la fois sur le discours. Donc le support, on a privilégié grandement l'email qui est chez nous un peu le canal de communication roi, puisqu'on on sait beaucoup de choses sur nos clients de par le fait qu'on vend nos produits dans notre propre réseau et qu'on a une relation vraiment privilégiée avec eux. Donc l'email vraiment nous permet d'adresser les bons messages aux bons clients. Et donc ça c'était pour le support. Et après pour le discours, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur ce lien émotionnel qu'on a avec nos clients. Le café c'est souvent lié à un peu une notion de plaisir, de cocon, etc. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup appuyé là-dessus. On a maintenu le lien avec les clients, avec des contenus qui étaient à la fois émotionnels, mais aussi un petit peu ludiques, instructifs. On s'est appuyé sur nos partenariats aussi. On a pas mal de partenariats dans la culture, avec notamment le Grand Palais. Donc, on est venu mettre aussi en avant tout ce que nos partenaires pouvaient faire de bien et d'intéressant dans cette période pour rester occupés, rester au fait, et se cultiver et passer du bon temps, etc. Donc, on est venu mettre en avant ces choses-là, mais ça reste effectivement dans l'ADN de Nespresso, comme Citroën l'a fait aussi de son côté avec ce côté fun. Ouais. Je vois une autre question, tu as coupé ton micro. Je vois une autre question là sur le live. On nous demande ce que ça a changé le confinement chez TSC. En fait, beaucoup de choses et pas tant que ça à la fois. Beaucoup de choses parce qu'évidemment on est tous à distance comme tout le monde. On est des gens assez joviales,
voire assez tactile pour certains à l'agence. Donc, je pense qu'il y a pas mal de frustration de ce côté-là. Néanmoins, on a eu la chance de pouvoir passer super rapidement en mode à distance, télétravail, etc. Déjà parce que notre activité, elle est 100% digitale, parce qu'on était déjà pas mal équipé en termes d'outils distance. On utilise Teams, on a tout qui est sur tout le travail qui est sur réseau, etc. Donc, en fait, ce switch, il s'est fait assez rapidement. Là où c'est finalement un peu plus compliqué, c'est plus à s'adapter à la situation de nos clients qui, eux, forcément, du fait de leur activité, sont beaucoup plus ancrés dans le monde réel, entre guillemets, le monde physique. Et en fait, le changement, il s'est plus opéré auprès de nos clients que de notre activité à nous. Et puis, forcément, on fait un petit peu moins de peau le soir. Et après, pour compléter sur la structure de l'activité, comme d'autres, hein, on a évidemment quelques projets qui sont mis en attente parce que c'est pas le moment et on comprend bien chez nos clients. Et puis on a de la chance aussi de l'autre côté parce c'est aussi une occasion. Jocelyn montrait tout à l'heure ce schéma, effectivement, on voit la grosse boule là, qui va casser le mur. Ben, on a aussi plein de clients chez qui ça a en tout cas éveillé de l'attention, de l'intérêt pour des choses où les discussions pouvaient être plus lentes. Et donc, on a aussi plein de discussions intéressantes avec plein de gens, que ce soit pour répondre vraiment à l'urgence du moment et puis aussi pour préparer demain. Donc, pour nous, on est plutôt sur une séquence, en tout cas une séquence sur laquelle aussi il y a évidemment, on voit bien ce qui se passe autour de nous en général, mais il y a aussi des opportunités, des jolies histoires qui sont en train de s'écrire. On a Franck Carpentier qui insiste sur l'importance de garder le lien avec tous les collaborateurs. Effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel. Et en fait, ce qui est vrai pour les collaborateurs, l'est pour les clients aussi. C'est d'où l'importance de garder de se rester super disponible, même si on a une activité qui est un peu différente pendant un temps plus ou moins long. Cette disponibilité, je pense qu'elle est cruciale aujourd'hui. Je crois qu'on arrive au bout exactement du timing qu'on avait prévu. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir déjà remercier. On en a quand même une, on va quand même pouvoir peut-être les prendre. Notamment, quelle est la valeur ajoutée de notre outil versus d'autres systèmes conversationnels de la part de Nathalie? En fait, on n'a pas un outil, on a plusieurs outils. On se veut souvent, on va dire, agnostique. Alors, on a une solution propriétaire notamment qui permet de générer des chatbots de manière super rapide. Donc là, on va dire que la valeur ajoutée elle va être sur la rapidité de déploiement et sur quelque chose qui est vraiment pensé pour la relation client, pour partir d'une FAQ et la transformer en un contenu beaucoup plus facilement accessible pour les utilisateurs, beaucoup plus digeste sur lesquels ils peuvent poser des questions en NLP. Donc ça, c'est un exemple d'outil propriétaire. On en a d'autres, mais sur lesquels effectivement on a une valeur particulière. Mais l'ADN de l'agence, c'est vraiment d'aller non pas partir, encore une fois, comme le dit Romain, de la techno, mais de partir du besoin et d'aller chercher la bonne techno qui va dessus. C'est pour ça qu'on travaille finalement sur pas mal de sujets. On traite ces conversations entre les marques et les consos de manière assez variée. Dans les systèmes conversationnels, on peut parler de communautés de marques qui sont plus sur des temps longs. On peut parler de messaging qui sont sur de la synchronicité. On a des choses qui sont sur de l'instantanéité dans la réponse avec de l'automatisation des bots. Vraiment, on essaie de répondre avec un panel super large. Les maîtres mots, je dirais, des tendances aujourd'hui, c'est vraiment automatiser quand possible et nécessaire et offrir le plus de fluidité dans la relation. Mais ça, encore une fois, il y a plein d'outils qui permettent d'y répondre. Et on avait une autre question en dessous. Est-ce que le confinement a accéléré le recours au messaging, en particulier à WhatsApp, d'un point de vue client? Alors oui et non. En fait, moi, j'ai souvent tendance à dire que nos clients nous disent oui, mais en fait, comment les clients utilisent est-ce qu'ils utilisent vraiment ces outils-là pour faire la relation client? La réponse à ça, elle est déjà dans leur quotidien, eux, ils utilisent tous les jours. Et en fait, la réponse, elle est plus sur quelles sont les marques auxquelles ils sont confrontés, qui proposent ces outils-là. Et finalement, on va se rendre compte que dans le monde de la relation client, on a pas mal de marques qui sont des best-in-class, qui proposent des choses en avance, mais beaucoup de marques qui sont un petit peu à la traîne dans le déploiement de ces outils-là. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est valable aujourd'hui, mais ça l'était déjà hier. Il y a une adhésion qui est immédiate et qui est très forte. Et par exemple, déployer des outils de messaging, ça permet super rapidement avec encore une fois une temporalité qui va dépendre de l'activité de la marque, de tuer des canaux moins pertinents comme l'email, par exemple.
il y a vraiment une bascule qui peut se faire. Donc l'adhésion, on la constate en fait déjà depuis un certain nombre, c'est-à-dire dès que vous les mettez à dispo, c'est encore plus vrai effectivement dans ces moments-là, mais en tout cas on l'a constaté déjà depuis plusieurs mois que dès qu'on ouvre des canaux de messaging, il y a une adhésion qui est très forte et immédiate. On me pose la question sur des retours clients de société, des retours des clients qui utilisent nos outils. Oui, on en a déjà parce que souvent on intègre des tests utilisateurs en phase amont de cadrage sur ce qu'on fait. C'est pertinent. Et puis aussi parce que on analyse de toute façon les conversations. Alors quand c'est possible, mais tout ce qui va passer par exemple par les solutions de messaging, le plus souvent on a la vue sur les conversations ou tout du moins une partie de ces conversations. Et ça nous permet d'analyser déjà les taux de compréhension des outils, les questions qui sont posées, etc. Et évidemment, de manière plus ponctuelle, on va aller interroger des utilisateurs plus dans dans le cadre de missions de conseil pour nos clients ou d'un accompagnement plus au long cours. Donc, on va aller chercher effectivement ce retour d'expérience, mais qui, le plus souvent, en tout cas, confirme encore une fois ces attentes qu'on sait en termes asynchronicité, immédiateté de l'information, disponibilité, qui sont des maîtres mots qu'on va retrouver avec évidemment des teneurs un petit peu différentes d'un secteur à l'autre. Et de la même manière, on a une question aussi qui sera en priorité pour Camille et Julien sur justement Cécile qui nous demande si l'utilisation des réseaux sociaux pendant le confinement, donc qui constate qu'elle a beaucoup augmenté, qui nous demande si les audiences ont changé et notamment avec un effet qui pourrait être celui des tendances des lives et de TikTok. Après, moi, je sais pas. Je sais que je passe ma vie sur TikTok, mais je pense pas que je sois comme tout le monde. Non, on n'a pas encore eu de chiffres vraiment très déterminants parce que on a du mal à être en contact avec nos agences médias qui ne travaillent pas du tout en même temps que nous. Donc, c'est difficile d'avoir des résultats et des comptes rendus. Je pense que ça va arriver d'ici quelques semaines et début mai. Après, moi, j'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé. Elle a juste augmenté, ça c'est sûr. Après, non, globalement, on n'a pas une audience différente. Enfin, en tout cas, je le note pas moi de mon côté. Oui, c'est un peu le même constat que Camille. L'audience reste sensiblement la même. C'est clair qu'en termes de présence de connexion, c'est pas du tout la même histoire. Les gens sont chez eux et sortent beaucoup leur téléphone et vont beaucoup sur ces outils-là. C'est une certitude, on le voit vraiment. Après, voilà, nos clients restent les mêmes et c'est pas une période très propice à l'acquisition, je dirais. Un point à améliorer pour passer le palier. Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut répondre à cette question. Le palier de la reprise. J'imagine. À améliorer, je sais pas, parce que... Ah oui, ok, j'attendais qu'elle me réponde. Oui, pour moi, c'est vraiment rester dans cette continuité-là et être à l'écoute de notre audience constamment pour pouvoir les suivre, en fait. Dès qu'il va y avoir un déconfinement, je pense que automatiquement l'audience va baisser, puisque tout le monde va vouloir sortir, enfin, en tout cas, à mon avis, tout le monde va vouloir reprendre une vie à peu près normale. Et donc, je pense que l'audience va baisser. Il va falloir adapter un petit peu nos messages pour rester visibles. En tout cas, nous, chez Citroën, notre objectif numéro 1, ça va être d'emmener les gens en point de vente et puis de commencer à reparler de nos prochains véhicules et de nos prochaines sorties. C'est clairement ce qui va être indispensable à la reprise. Donc, on va voir un petit peu comment ça évolue et ce qu'ils attendent de nous aussi de ce côté-là. Je pense qu'il faut juste rester à l'écoute, constamment répondre aux questions qu'on nous pose et puis oui, être plutôt direct dans nos messages pour la reprise. Ouais, moi de mon côté, je dirais que effectivement
Le côté révélateur de la période, encore une fois, est super intéressant parce que ça nous a challengé, ça nous a donné, ça nous a mis face à une urgence et ça nous a donné plein de nouvelles priorités. Ça a aussi bousculé les façons de travailler. C'est vrai que des choses qui avant auraient pu prendre des mois dans un monde plus normal parce que on aurait pris peut-être le temps de faire X validations, X tests, etc. C'est vrai que là, on est beaucoup plus dans une logique de on teste, on apprend, on voit comment ça se passe. Cet esprit-là, si on arrive à le conserver après, je pense qu'on aura tous gagné quelque chose dans cette période très très compliquée. Et je pense que, je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que c'est le mood dans lequel on va rester. On a tous besoin de revenir à une normalité. Je pense que ça nous manque tous un petit peu. Évidemment, je pense à toutes les personnes dont l'activité a été un peu plus impactée que la nôtre. Donc, évidemment, chez Nespresso, c'est le côté boutique, les commerciaux pour les entreprises qui peuvent plus se déplacer voir les clients, etc. Donc bien sûr, ces personnes-là doivent avoir vraiment hâte de reprendre et l'idée, ce sera vraiment de leur donner tous les outils pour reprendre au mieux, pour maintenir le lien avec leurs clients, pour continuer à ce qu'ils puissent faire leur travail du mieux possible et voilà et aller à la reconquête, à la fidélisation ou à la reconquête de nouveaux clients. Ce sera un gros challenge pour l'après, mais je suis assez optimiste là-dessus. Il faut de toute façon, hein. Si on commence à baisser les bras maintenant, on est fichu. Exactement. Optimisme et vélocité. Je pense que c'est Ouais. peut-être une bonne conclusion. Ouais. Et ben, il reste à nous remercier à ceux qui nous ont écoutés, vous, Camille et Julien, d'avoir pris le temps de partager votre expérience super enrichissante, je pense, pour tout le monde. Et puis voilà, merci. On se retrouve peut-être pour un prochain webinar semaine prochaine, Romain. Arrête-moi si je me trompe. Ton micro. On a perdu ton micro. J'ai quelques difficultés avec le micro. Effectivement, la semaine prochaine, on aura un webinaire avec Coros, donc un de nos partenaires, justement, nos partenaires techno avec lequel on bâtit des communautés. Et donc, justement, on vous parlera de la manière dont ces communautés ont été un moyen pour certains clients en commun, et notamment Cultura, qui sera avec nous, justement, d'affronter la crise et comment l'héritage de ces communautés a été une base très solide pour l'affronter. Et puis, on parlera aussi de demain et de comment on continue, au-delà même des communautés, d'ailleurs, à bâtir aussi de la communauté, du care et à bien travailler la relation avec ses clients. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour l'invitation. À bientôt. Restez chez vous. À bientôt. Ciao. Ouais.